Quoi? Vous vous attendiez à un scénario? Bon, avant même de parler du film, commençons par souligner que le DVD possède un menu plutôt joli en comparaison à ceux traditionnellement réservés au cinéma d'horreur de cette époque. Non mais, je veux dire, sans déconner, regardez par rapport au film Halloween de Carpenter, il n'y a pas photo quoi. Non, je n'ai pas dit que votre film n'était pas bien, monsieur Carpenter, je peux vous appeler papa. Bref, un menu plutôt joli, mais putain, mais qui te spoil le film, bordel, bon allez, on y va. Tout ce que vous allez voir dans ce film est réellement arrivé. Non. Le film commence avec un panneau de texte expliquant qu'une famille de Cleveland s'est perdue dans les montagnes et s'est faite presque entièrement massacrée par une horde de cannibales. Au cas où vous ne le sauriez pas, ceci n'est pas l'histoire qui va nous être contée dans ce film, mais bien celle qui a déjà été racontée dans le premier opus. Mais bon, admettons, on est en 1985, tout le monde n'a pas forcément de magnétoscope VHS, ou Betamax d'ailleurs, je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette technologie d'un autre temps. Je peux donc comprendre qu'il y ait besoin de rafraîchir la mémoire du public en début de film. Après le texte, nous assistons à une séance chez le psy de Bobby, un des survivants du premier La Colline à des yeux, ce qui est l'occasion de caser un flashback après seulement 3 minutes 23 de film. Bordel, si on enlève le panneau de texte de l'intro qui a duré 1 minute et le plan du générique d'intro qui est exactement le même que dans le film précédent et qui se termine à 2 minutes 23, eh bien le présent film n'a fait preuve de nouveauté que durant 1 minute alors qu'on est au début du film. Putain, ça fait moins de 4 minutes et ça pue déjà la flemme. Et comme j'ai pas envie de vous spoiler cette scène du premier film, L'on apprend par la suite que Bobby est désormais un adepte de motocross et qu'il a même concocté un carburant spécial destiné à être utilisé dans une prochaine course à laquelle ses amis et lui comptent participer et qui a lieu dans le désert. Et dans quel désert? Dans le désert scénaristique du film. Non, pardon, je me suis trompé, c'est dans le même désert que dans le premier film, j'ai confondu. Nous faisons la connaissance de Cass et Roy, puis de Hulk, Foster, Harry, Jane, Sue et Rachel, que je vais franciser à partir de maintenant, et qui sont donc les amis dont parlait Bobby à son psy. Rachel prend à part Roy pour lui parler de l'état psychologique de Bobby, et un flashback sauvage apparaît, donc... Comprenant la stupidité de se rendre avec Bobby dans ce lieu désert où il a vu ses proches se faire massacrer, ses amis acceptent de se rendre sans Bobby dans ce lieu désert où il a vu ses proches se faire massacrer. Ah, et ils ont récupéré le chien du premier film. Pourquoi? Honnêtement, j'en sais trop rien. Je veux dire, si le chien est à Bobby, je vois pas pourquoi ils partent avec, mais enfin bon... En tout cas, je suppose que ça n'a rien à voir avec le fait que c'était un élément important du premier film, et qu'il compte capitaliser sur un chien-chien pour gagner l'affection du public. Ce serait dégueulasse de faire ça. Pitié, enfoiré, ne nous fais pas peur avec tes histoires. Désolé, Fiston, mais on va approcher la partie du désert où la famille de feu Jupiter a semé la terreur. Les personnages discutent du massacre ayant eu lieu à cet endroit quelques années plus tôt, et bien sûr, comme la majorité des groupes de jeunes abrutis de tous les films d'horreur de ce style, ils plaisantent sur le dit massacre jusqu'à ce que, devinez quoi, un nouveau flashback apparaît. Sauf que celui-ci, il a une certaine importance, puisqu'il est censé révéler que Rachel est en fait Ruby, une des sauvages du premier film. Pourquoi est-elle présente dans le film? Comment a-t-elle fait pour rejoindre la civilisation? Mais bon, j'imagine que ça n'a rien à voir avec le fait que c'était une personnalité importante du premier film et qui capitalise sur... Le trajet se poursuit, l'autre gros con continue de faire des blagues de gros con. Sous le soleil torride du désert, le pauvre type, l'averti de la mort, se traînait péniblement sur le sable brûlant. Sa langue pendante et gonflée, les doigts complètement ensanglantés par les cactus. Et le groupe, craignant d'être en retard pour la course, décide de prendre un raccourci. Un raccourci scénaristique qui les fait se rendre au plus près du lieu où habitaient les cannibales du premier film. Mais bon, ils sont censés être morts les cannibales. Hein? Bien entendu, quelque chose les oblige à s'arrêter. Moi j'avais parié sur le pneu creux, mais ce sera une bonne vieille fuite d'essence. Ils s'arrêtent donc et attendent, comme le spectateur, qu'il se passe quelque chose, putain! Et comme on s'emmerde, le film tente de pallier ça avec de l'humour. Enfin... de l'humour. Roy, attends, chut. T'as entendu comme un bruit bizarre. Bizarre? De quoi tu parles? J'ai entendu comme une espèce de respiration.
Et il y a plein de fringues là-bas, on pourrait ouvrir un magasin si on voulait. Ah, vous devrez vous enfermer. Si, il se passe quelque chose. Oula, quelqu'un les observe. C'est Pluton. Mais je veux dire, ok, je fais semblant d'être surpris parce qu'en fait le menu DVD m'avait spoilé cette révélation. Mais en réalité, si vous avez vu La colline à des yeux 1, mais vous savez que Pluton est mort. Désolé pour le spoil. Du coup, qu'est-ce qu'il fout là? Ok, moi j'aime bien Michael Berryman, mais enfin, il a aucune raison d'être là. Enfin bon. Je suppose que c'est absolument pas parce que c'était un personnage important du premier film qu'il compte capitaliser. Le chien sent quelque chose dans le grenier et il s'avère que c'est un raton laveur. Ah, der Teufel, des ratons laveurs! Mais Rachel Ruby n'est pas certaine qu'il s'agissait seulement d'un raton laveur et décide de vérifier par elle-même et boum! Elle tombe sur Pluton et nous offre là la première scène d'action après 30 minutes de film. Alors, vous auriez pu être surpris et surprise par cette scène si seulement le menu du DVD ne vous l'avait pas spoilé encore une fois. Mais enfin, bref, il y a une bagarre quand même. Pendant 40 secondes. Bon, le gros con continue d'agir comme un gros con. Dis-moi Rachel, toi et Bobby vous avez pris des trucs un peu prohibés ce matin, non? Et puis le chien aboie et... Non mais sérieusement? Le chien aussi a droit à un flashback? Putain. Et en plus c'est malhonnête comme procédé, parce qu'en fait il montre la scène où le chien attaque Pluton, mais il ne montre pas la scène où il le tue. Du coup ça fait bien croire au public, non, Pluton n'était pas mort dans le premier film. Allez vous faire... On apprend que Pluton a piqué une moto, donc Roy et le gros con décident de le poursuivre. Ce dernier chute, Roy poursuit Pluton seul et finit par lui mettre le grappin dessus. Le gros con joue au gros con et oui, il meurt. Génial. Oui, il y a enfin une mort dans ce film. Après 40 minutes. C'est nul! Roy cherche le gros con, mais Pluton, aidé par un autre cannibale, parvient à s'échapper. Roy remonte sur sa moto et je vous laisse profiter de cette scène de grande qualité. Pendant ce temps, les autres ils font ça, et ils attendent. La nuit tombe. Ils attendent, il se passe rien jusqu'à... Boobs! La façon dont ce film essaie de susciter mon intérêt, c'est assez triste en fait. Oh merde! Comme tu dis. Harry? Putain, on se fait chier là. Ah, attention, il y a une moto. Hulk et Rachel Ruby trouvent le casque de Roy maculé de sang, décident de fuir, elle tombe comme une merde et au moment de venir la chercher... Oui, il y a encore un mort dans le film, et c'est pas normal que je doive prier pour que ce genre de choses arrive dans un survival. C'est nul. Eh ben tenez, vous prendrez bien un jumpscare pas cher. Non mais surtout que c'est débile, ça marche pas, puisque le mec annonce sa venue avant d'entrer dans le champ. Donc la surprise ne marche que pour le personnage, pas pour le public. Qu'est-ce que tu fous là? Je croyais avoir vu un voleur. Alors je suis venu pour vérifier. Mais à ce que je vois, tout va pour le mieux. Je dirais même que ça n'a jamais été aussi bien. Foster. Hein? Qu'est-ce que tu ferais si jamais Sue voyait que tu me regardes comme ça, hein? Je lui dirais de s'occuper un peu de ses fesses. Parce qu'en général, j'ai du mal à me contrôler. Aïe, c'était seulement pour rire. Je vois, t'es plié en deux. Alors que Foster cherche Sue, il est victime d'un terrible jumpscare moisi perpétré par Rachel Ruby. C'est au tour de Jane de chercher Sue et Foster, et ce petit jeu de cache-cache commence vraiment à me gonfler, donc avançons. Ayant remplacé le gros con dans son attitude de gros con qui fait des blagues, Foster mérite de mourir, et c'est ce qu'il a la décence de faire, suivi de près par sa copine Sue. Oui, enfin une mort sanguinolente. Après 1h05 de film. Et là nous avons droit à la deuxième bagarre entre Pluton et Rachel Ruby, mais qui au-delà d'être une bagarre, sert surtout à corriger certains problèmes de scénario, pour en créer de nouveaux. On nous introduit le personnage du boucher, qui a repris le rôle de Jupiter, non, pas celui-là, voilà celui-ci, qui est quand même bien moins effrayant que le premier. Et où était le boucher durant les événements du premier film? Comment a-t-il rafistolé Pluton qui s'était fait dévorer le tendon d'Achille, mais surtout la gorge?
Pluton prend peur à la vue du chien et il est à noter que la voix française de Pluton est celle de Christian Pellissier, un excellent comédien de doublage notamment connu pour ça. Descendons, Cro-Magnon macrocéphale, ectoplasme. Ce qui rend la scène suivante totalement savoureuse. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant, clébard dégénéré? T'as un petit poids à la place du cerveau. 5 impus, corneau, bouffeur de merde. Ensuite, une voix appelle Rachel Ruby. Ruby. Ruby! Merde. Ruby. Ruby! Merde. Mais qu'est-ce que t'as à crier merde comme ça? Ruby. Merde. Merde! Merde. Merde! Puis on découvre que Roy n'est pas mort, Pluton cherche à le tuer mais se fait tuer lui-même par le chien. Encore. Ensuite, une voix appelle Cass. Et s'ensuit une scène putain de longue. Le boucher saute sur Cass, Cass trouve le cadavre de Jane, elle décide de descendre dans la cave dont elle a dit elle-même qu'elle sentait le cadavre, mais bon, c'est probablement un endroit sûr. Bref, dans une interminable scène, ils arrivent à piéger le méchant principal avec des explosifs, dans un camion, lequel se relève une dernière fois avant de mourir pour de bon, ce qui n'est certainement qu'une simple référence au premier film et non pas une manière de pomper allègrement une scène réussie du premier opus. Mais essayez de partir dignement. Bref, ce film est fini. Pourquoi parler de ce film ? J'ai inclus ce film dans la série à venir des Larguer les nanars parce que sa nullité m'a saisi aux tripes. Mais à vrai dire, il ne mérite même pas sa place ici. Un nanar, c'est pas un film nul. Un nanar, c'est un ratage si hallucinant qu'il en finit par devenir involontairement comique. C'est un film qui s'éloigne tellement des intentions du réalisateur qu'il devient un ovni filmique, un ovni. Et cet ovni en est un parce qu'il est réinvesti par le public de toute une charge comique qui finit par nous faire ressentir à son égard une vraie tendresse. La colline à des yeux 2 ne peut pas vous faire rire, surtout si vous aimez le premier et si vous aimez Wes Craven. Vous n'allez ressentir que de l'ennui ponctué de phases de tristesse, d'incompréhension et de colère. Si vous aimez La colline à des yeux, premier du nom, ne regardez pas ce deuxième opus. Si vous aimez le remake d'Alexandre Aja, ne regardez pas ce deuxième opus. Si vous aimez le cinéma d'horreur, ne regardez pas ce deuxième opus. Si vous aimez le cinéma bordel, si vraiment vous aimez le cinéma, vous pourrez peut-être tirer quelque chose de ce film, parce qu'il est l'illustration parfaite de ce qu'est un accident industriel. Si Wes Craven jouit d'une grande renommée, c'est principalement pour 3 longs métrages, La colline à des yeux, Les griffes de la nuit et Scream, qui non seulement sont des piliers du cinéma d'horreur, mais explorent différents sous-genres de l'horreur. Le survival pour La colline à des yeux, le slasher pour Les griffes de la nuit, et Scream vient tout simplement tourner en dérision les codes de l'horreur pour réinventer le slasher qui commençait à sacrément sentir le formol. Mais si La colline à des yeux a permis à Wes Craven d'accéder à une petite notoriété, c'est véritablement Les griffes de la nuit qui va le révéler comme un maître du genre horrifique. Non, pardon, Johnny, excuse-moi, c'est quand même toi que je préfère. Regarde, j'ai tous tes films, je suis pas digne. Mais avant ce succès, Wes Craven est aux abois, enfin. Pour le dire clairement, il est sacrément en galère de pognon. Ses films précédents, à savoir La ferme de la terreur et La créature du marais, se sont méchamment cassé la gueule au box-office local. Craven cherche alors à bosser sur un projet sûr qui lui permettrait de se refaire, et c'est ainsi qu'il acceptera la proposition de réaliser La colline à des yeux 2, proposition faite par la société de production VTC, responsable de la distribution vidéo du premier opus, qui jouissait déjà d'un petit statut culte. Wes Craven croit alors flairer une belle aubaine, puisqu'il se voit confier un budget d'$1 million pour réaliser le film en 1983. Il est vrai que certains films d'horreur de cette époque pouvaient avoir des budgets jusqu'à 15 fois plus élevés, mais Tonton Carpenter est là pour nous rappeler que même avec 1 million, on peut faire de très bonnes choses dans les années 80. Regarde-moi! Puis, pour rappel, le premier La colline à des yeux n'avait été réalisé qu'avec $230 000. Mais ce que Craven voyait comme une opportunité finit par prendre des airs de séances de f***ing non consenties. Certes, le script d'origine était déjà faiblard, mais c'est avant tout les problèmes de production qui feront de ce film un bel étron fumant. Le tournage a été particulièrement marqué par un nombre élevé d'accidents, ce qui a bien entendu un peu pété l'ambiance. Ambiance qui sombrera dans les méandres du pourrave lorsque Craven apprend que finalement, il n'aura pas le million prévu mais seulement $700 000. Les accidents combinés aux coupes budgétaires provoquent la suspension de la production du métrage.
Cependant, les producteurs faisant preuve de cette bonté d'âme qui les caractérise si bien, promettent à Wes Craven qu'il pourra finir son film ultérieurement. Ce qui s'est avéré être un mensonge. Craven se retrouve donc avec un film inachevé entre les mains, et c'est pour lui donner une durée convenable qu'il a décidé maladroitement au moment du montage d'intégrer toutes ces fameuses scènes de flashback qui rendent le film prodigieusement insupportable. Une fois achevé, si tant est qu'il soit possible de dire que ce film soit achevé, le film ne sera visible sur grand écran qu'en 1984 en Italie lors du Mist Fest, soit le Festival Internazionale del Giallo e del Mistero. Aux États-Unis, le film n'est vendu qu'en vidéo ou visible sur des chaînes payantes, les producteurs voulant à tout prix récupérer le moindre centime qu'un abruti tel que moi aurait pu dépenser. Le film finira par sortir aux États-Unis en 1985, les producteurs voulant cette fois surfer sur le succès inattendu du fameux Les Griffes de la Nuit. Des gens adorables. Alors oui, je suis d'accord. J'ai un peu tiré sur l'ambulance avec ce film, qui a été désavoué par Wes Craven lui-même, mais voyez plutôt cette vidéo comme une mise en garde. Ne vous infligez pas un mal inutile. Ne regardez pas ce film. Ce film est un film mort-né, et il vaut mieux laisser les morts en paix.